Alors, donc en fait, moi, j'ai plutôt axé ma présentation sur du conseil à donner aux doctorants et je suis ravie de voir de jeunes visages dans cette assemblée et donc je pense que le public attendu est bien celui-là. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, vu qu'on parle aussi de programmes et de choses d'actions qui ont été mises en route, je voudrais juste brièvement expliquer en quoi consistent les projets dans lesquels on s'investit en Belgique pour l'amélioration de l'employabilité des docteurs. Alors, le projet doctorat.be, qui est le projet dont je suis responsable, existe depuis 2004. Et donc, en fait, il vise essentiellement à offrir des actions et des services pour les chercheurs, mais également aussi auprès des directeurs de thèse, donc dans l'idée de les inclure dans ces réflexions-là, puisqu'on sait qu'un certain nombre de freins peuvent encore persister auprès des encadrants. Et donc, nos rôles visent essentiellement à offrir des formations de développement de compétences transversales qu'on va donner dans les universités, dans nos universités partenaires francophones en Belgique. On fait du coaching, dont l'accompagnement à l'emploi individuel, à la demande. Donc, en général, on consacre une journée par personne et plus si besoin. Et puis, on organise aussi des événements de réflexion et des événements au cours desquels ils peuvent booster, enfin améliorer leurs compétences et aussi sur les questions d'emploi ou d'employabilité. Donc, ce sont des événements annuels qui permettent chaque fois d'avancer sur une thématique un peu définie avec des formules un peu différentes. D'autre part, notre association a un rôle de lobby. Donc, c'est vraiment essayer aussi d'avoir un rôle auprès des politiques pour améliorer les statuts et les conditions des chercheurs en Belgique. On travaille évidemment avec différents partenaires. Le fait d'être une ASBL, une association, donc c'est vraiment qu'on est neutre. Donc, on veut garder cette neutralité par rapport aux universités aussi, pour ne pas avoir une appartenance préférée et offrir ces services à tous. Et donc, nos partenaires essentiels sont évidemment les universités, d'autres associations, les entreprises ou tout regroupement d'entreprises et les politiques. Donc, on essaye vraiment d'être un petit peu un rôle intermédiaire entre tous ces acteurs. Alors, on a un nouveau projet qui devrait voir le jour. Donc, croisez tous les doigts pour nous qu'on obtienne les financements. Et ça, c'est plus un projet qui va offrir des services auprès des entreprises. Donc, c'est vraiment un volet qui était manquant en Belgique. C'est-à-dire que différentes petites actions sont menées, mais il n'y a pas vraiment d'effets majeurs mesurés jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ce projet est à la fois un axe de sensibilisation sur le profil des docteurs, ce que sont les profils de docteurs, les compétences de docteurs aujourd'hui, et amener des gens à venir témoigner de ce qu'ils ont vécu dans leur processus professionnel. Il y a des processus de professionnalisation qu'on veut mettre en place, c'est-à-dire donner des compétences pas tant transversales, mais vraiment qu'on va appeler opérationnelles pour des métiers types, des métiers types d'entreprise pour lesquels les profils de docteurs sont évidemment parmi les profils qui ont la meilleure adéquation. On va aussi organiser plusieurs événements de rencontres, tels des salons emploi, des lunch dating, donc c'est-à-dire aller dans les parcs scientifiques et faire rencontrer les chercheurs et les gens de l'entreprise. Et puis, on offre aussi des services d'aide au recrutement, à la fois pour mettre en place des stages en entreprise, mais aussi pour le recrutement après la thèse. Voilà, ça c'était pour faire un petit peu le tour des actions qui sont menées. Alors ici, ce que j'avais envie de faire, c'était peut-être de reprendre un petit peu les grands aspects sur lesquels il est intéressant de se questionner pour préparer son futur. Et donc, voilà les différents points que je voudrais aborder. La première chose, qui est évidemment la chose essentielle, c'est de réfléchir pour avoir un projet professionnel clair. Donc, je vais revenir sur chacun des points. Connaître le ou les secteurs visés. Ça, c'est quelque chose évidemment d'essentiel et qui est généralement manquant quand on est en thèse. On a une très grande méconnaissance des secteurs et des possibilités. Il y a aussi l'aspect de développer ses compétences, avoir une attitude professionnelle et s'outiller en fonction, développer son réseau professionnel et alors les bonnes méthodes de recherche d'emploi. Donc, je voudrais aborder le plus rapidement ces points-là. Jean-Claude ne manquera pas de me faire signe si je suis trop longue. Parce que j'ai essayé de résumer une formation d'une journée en 15 minutes.
Et donc voilà. Donc où aller après la thèse, ça c'est toujours une grande question qu'on se pose. Alors la première grande question, c'est toujours se demander est-ce que je fais une carrière académique ou une carrière hors académique. Alors la première chose, c'est absolument essentiel de totalement scinder les deux. Je crois que les recommandations pour les deux types de carrières, il y a finalement pas mal de points communs. Et donc ça, c'est un point aussi qui peut parfois permettre de diminuer son anxiété par rapport à cette question-là, même si des démarches et des actions différentes doivent être menées, tout n'est pas complètement différent. Et je crois que les grandes réflexions et les choses à mettre en place peuvent être de toute façon bénéficiables, un avantage dans les différents types de carrières. Alors, on sait, hein, je rappelle rapidement ces chiffres, hein, qu'au départ, il y a 70 à 80% des doctorants, si on leur pose la question, voudraient bien rester dans l'académique. Mais au final, il y en a un grand maximum de 30 qui y restent, et pas que dans la recherche d'ailleurs, hein, puisqu'on est presque aux alentours des 10-15% dans la recherche académique après 10 ans. Donc ça, on en est bien conscient, et je pense que tous les doctorants sont bien avertis à l'avance maintenant. Et aussi, on remarque, et ça a été dit ce matin, qu'un tiers des emplois non académiques ne sont plus du tout liés au sujet au propre de la thèse. Alors, par contre, ce qu'on remarque aussi, c'est que le niveau de satisfaction de l'emploi qu'on occupe après sa thèse de doctorat, elle est très similaire, en fait, entre ceux qui sont restés dans l'académique que ceux qui sont en dehors de l'académique. Donc, se dire que quitter l'université, ça ne doit pas être forcément vécu comme une frustration, un échec. Et donc, peut-être que cette réflexion-là, en tout cas, plus tôt elle sera menée, mieux elle sera vécue. Ça, c'est clair et net. Et on a aussi bien montré que la satisfaction de l'emploi est bien plus élevée quand le projet professionnel a été clair et a été préparé à l'avance. Bon, ça tombe sous le sens quelque part, mais ça vaut la peine d'être dit parce qu'il faut se mettre en action pour ça et pas attendre d'avoir défendu sa thèse pour se poser la question « et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ?» Donc, les prérequis pour pouvoir faire un bon projet professionnel, il y a deux grands aspects en fait. Hein. Il y a d'abord bien se connaître, on en a parlé ce matin. Je dirais que ça peut passer à travers trois grands axes. Apprendre à bien se connaître. On n'est pas amené pendant la thèse tellement à se poser, à réfléchir sur soi. Et pourtant, c'est essentiel pour quelque carrière que ce soit. D'ailleurs, je dirais que ce n'est pas une recommandation que pour les chercheurs. Donc, faire ce qu'on appellerait des introspections, enfin des tests de personnalité, vraiment se poser la question sur qui on est, sur ses priorités. Hein, ses valeurs au travail aussi. Hein. Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui est vraiment mes priorités dans la vie? Et puis alors aussi se faire le point sur ses compétences, ce qu'on appelle un bilan compétences. Et puis le deuxième grand volet, c'est vraiment connaître ses options. Parce que l'anxiété première des doctorants, elle vient du fait qu'ils ne savent pas ce qui existe en fait, tout simplement. Alors là, j'ai envie de vous dire, chers amis, il faut bouger. Hein, je veux dire, le marché de l'emploi, c'est vaste, certes, c'est compliqué, mais on ne peut le découvrir que si on va un petit peu s'informer. Hein, ça ne va pas vous venir comme du pain béni. Il faut aller, voilà, il faut s'ouvrir au monde, apprendre à découvrir quel est le marché de l'emploi. Découvrir les fonctions aussi, parce que comme on l'a dit, c'est très, très, très diversifié. De toute façon, une entreprise va donner un titre pour une fonction très similaire. Dans une autre, ils vont donner un autre titre. Donc, c'est ce qu'on appelle se faire une enquête métier. Alors, faire une enquête métier, c'est vraiment prendre le temps d'aller s'informer, aller lire, rencontrer des gens, poser des questions sur ce qu'ils font, en quoi consiste leur métier, quelles sont leurs tâches, quelles sont leurs responsabilités. C'est de cette façon-là que vous pourrez vous construire, votre métier de rêve, je dirais, parce que voilà, il faut rêver, c'est clair, et avoir une idée un peu plus claire de ce qui existe, de ce qui est possible, et même de ce que vous pourriez inventer. Je veux dire par là que vous êtes les acteurs clés de l'innovation et vous êtes les acteurs clés des nouveaux métiers. Donc les métiers qui se créent, comme on se disait encore ce midi, il y a des métiers qui n'existaient pas il y a 5 ans, qui voient le jour aujourd'hui et qui vont être en plein boom. Eh bien, il y a un certain nombre de ces métiers-là dans lesquels vous avez certainement un rôle à jouer. Donc pour ça, il faut aller les découvrir et peut-être les créer par des rencontres aussi, par des discussions.
Donc ça commence, voilà, ça commence avec soi-même. Même si le marché de l'emploi, il y a du travail à faire avec eux aussi, hein, sur la valorisation du doctorat. C'est vous qui êtes maître de votre avenir avant tout. Alors, pour connaître les secteurs, il y a quelques conseils qui peuvent être donnés. Il y a des choses qui vous sembleront peut-être très, très évidentes, mais il y a peut-être d'autres auxquelles vous n'avez pas pensé. Pour connaître le marché de l'emploi, eh bien, il faut évidemment savoir quels sont les acteurs clés d'un secteur. Essayer de connaître un petit peu les entreprises principales, aller sur leur site internet, aller lire ce qu'elles font, suivre leur actualité, s'abonner à leur newsletter, les suivre sur LinkedIn, aller à leurs activités ouvertes au public. C'est de cette façon-là que vous allez pouvoir aussi découvrir ce qui se passe dans un secteur qui vous tente, qui vous interpelle, qui vous intéresse, pour confirmer déjà que ce secteur vous plaît et pour y développer aussi vos connexions. Alors, il est important d'apprendre un peu ce qu'on appelle les codes d'entreprise. Hein. Donc, il y a des valeurs d'entreprise, des attitudes, des tendances qui sont très, très différentes d'une entreprise à l'autre. Et donc, plus vous allez vous approprier ces aspects-là, plus vos chances d'y entrer vont être élevées. S'informer sur leurs problématiques, surtout si vous vous prédestinez à entrer par la recherche et le développement. Si vous êtes au courant des problèmes auxquels fait face une entreprise, vous avez, j'ai envie de dire, la clé magique pour essayer de justifier de votre motivation et de montrer en quoi vous pourriez être indispensable. Ça, c'est un point clé, je pense, quand on a la possibilité de le faire. Dire, écoutez, je sais à quoi vous êtes confronté et je peux vous aider à résoudre, à contribuer à l'équipe à résoudre ce problème-là. Ça, c'est quelque chose, évidemment, qui est clé. Donc, à la fois les sites, l'information, chercher l'information par les différentes façons, parce que je ne connais pas tout le fonctionnement au Canada, bien sûr, LinkedIn, les sites d'entreprise, mais nous avons ce qu'on appelle les pôles d'excellence, pôles de compétitivité, les fédérations d'entreprises. Je ne sais pas comment sont rassemblées vos entreprises, mais ces différents sites, ces différentes structures-là sont des sources d'informations essentielles. Bien entendu, tout ce qui est activité de réseautage, en allant à des événements, en étant actif sur LinkedIn, c'est très bien d'avoir un compte, mais il ne faut pas le laisser dormir. Hein, il faut, disons, être actif comme vous l'êtes sur Facebook. Ça, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Eh ben, voilà, il faut se discipliner et comment dire, apprendre à jongler aussi un petit peu avec ces réseaux plus professionnels et avoir ce qu'on appelle une bonne attitude professionnelle. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Si vous avez des questions, on en reparlera. Alors, identifier et développer ses compétences. Donc, faire le point de ses compétences. Donc, faire un bilan de compétences, probablement qu'ici, peut-être à l'université ou d'autres structures, peuvent vous y aider. Si ce n'était pas le cas, il existe des référentiels de compétences qui peuvent vous permettre déjà de vous questionner, de vous positionner. Je ferai référence déjà à l'étude carrière dont Elodie a parlé, qui est excellente. Donc, Ad-Hoc Talent Management, retenez ça, allez voir le site. Et puis alors, l'autre, qui pour moi est une autre référence essentielle, est celle de Vité. Donc, ça, c'est un hub anglais en Angleterre. Et le site, c'est vité.co.uk. Et là, vous avez une quantité d'informations, d'outils, dont le Researcher Development Framework, qui est un outil qui a été mis en place par des chercheurs, qui est vraiment excellent. Voilà, et il y a d'autres outils sur ce site que vous pouvez trouver pour toutes les étapes de carrière. Hein. Donc, je veux dire, pour le jeune chercheur jusqu'au professeur bien établi, il y a des outils, il y a des choses pour pouvoir voilà, s'améliorer et faire le point et continuer au développement de sa carrière. Alors, développer ses compétences, c'est bien de faire un bilan, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut définir en fonction de votre projet ce qui est OK et ce qui doit être amélioré. Donc, profitez du moment de votre thèse pour essayer de développer ces compétences-là. Voilà, vous avez des opportunités qui vous sont offertes gratuitement. Vous avez du temps à certains moments plus que d'autres, je l'accorde. Mais en tout cas, vous êtes à un moment de votre vie où vous avez vraiment des opportunités. C'est un bon moment pour pouvoir développer ces compétences pour l'après-thèse. Alors, vous avez effectivement parfois des entreprises qui offrent aussi des services de développement de compétences. Il y a des MOOCs en ligne, il y a des choses comme ça. Des services extérieurs tels que nous existons. Je ne sais pas s'il y a un penchant ici au Canada, mais n'hésitez pas. Moi, je fais ça par Skype pour ceux qui n'ont pas trouvé d'aide à plus grande proximité, avec le décalage horaire. Mais soit, on peut penser à ça aussi.
Alors, quand on parle d'agir en professionnel, gagner en expérience et s'outiller, je veux dire par là que le reproche de manque d'opérationnalité est souvent entendu de la part des entreprises. Un certain nombre de ces choses, à ces remarques-là, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites de manière assez simple pour devenir beaucoup plus crédible. Et je pense, par exemple, au fait que vous devez bien penser à valoriser toutes les expériences que vous avez. Parce que quand vous y réfléchissez, le métier de chercheur est un métier très très large. Vous êtes gestionnaire de projet, coordinateur, communicateur, négociateur. Et donc on peut vraiment faire un parallèle avec tout ce qu'on développe comme expérience pendant sa thèse déjà, qui peut amener à différents métiers. Vous avez l'opportunité, vous devez saisir des opportunités, prendre des initiatives, aller à la rencontre des gens, parce que tout ça va vous permettre de développer des expériences utiles à l'après-thèse aussi. Et pendant votre thèse, utilisez des outils du monde professionnel utiles à votre thèse. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose que, en tout cas en Belgique, on ne fait pas de manière naturelle pendant la thèse, mais il y a un grand nombre d'outils qui peuvent vous aider à gérer votre temps, à prioriser, à faire une étude de faisabilité, etc. Et s'inspirer d'outils qui sont utilisés dans l'entreprise, qui sont tout à fait applicables à la thèse, pourrait vous permettre de pouvoir parler de ces outils-là en tant que professionnel et en étant vraiment plus crédible auprès d'un employeur. Donc là aussi, il y a différentes choses dont on pourrait parler si vous avez plus de questions. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Le réseau professionnel, bon ça on vous en parle, j'imagine déjà beaucoup. Vous savez que ce qu'on appelle le marché gris, c'est tout un marché d'emploi qui n'est pas visible par les offres d'emploi, etc., mais qui est accessible par le réseau. Et les chiffres montrent que c'est par ce biais-là que les docteurs obtiennent le plus d'emplois après la thèse. Donc il ne faut vraiment pas négliger tout cet aspect-là. Et donc, ne pas négliger le réseau est vraiment un des conseils majeurs qu'on va donner aux doctorants. Donc, oui, je pourrais donner des recommandations sur comment bien réseauter, mais en gros, c'est vraiment être assez régulier, d'écouter les gens plus que vous n'avez parlé, donner plus que vous allez prendre. Ce n'est pas utilitaire dans le sens, si vous avez une démarche utilitaire, il risque de ne pas avoir le bénéfice que vous attendez. Donc, c'est vraiment un échange qu'il faut avoir et ça prend un certain temps. Donc, construisez votre réseau dès aujourd'hui. N'attendez pas de nouveau de quitter, enfin de vouloir poursuivre une carrière peut-être en dehors de l'académique que pour développer ce réseau en dehors de l'académique. Alors, les bonnes méthodes de recherche d'emploi. Ici, bon, oui, il y a évidemment plein de choses à dire. Ça peut prendre une journée de formation. Mais il est clair qu'avoir un CV adapté à la recherche d'emploi en dehors du monde académique est un conseil évident. Ce n'est pas quelque chose qui est très compliqué à faire, mais il y a quelques petits trucs et astuces à avoir, parce qu'envoyer un dossier académique, ça ne fonctionne pas. Il faut être clair qu'il faut s'adapter au langage de l'entreprise. Et donc ça, avoir un suivi des conseils là-dessus est quelque chose de vraiment intéressant. Demander un maximum de feedback de gens voilà, qui travaillent dans les entreprises ou d'amis est quelque chose de vraiment bénéficiable aussi pour améliorer votre CV. Bon, LinkedIn, j'en ai déjà parlé, être là-dessus, c'est important d'avoir un bon profil, d'avoir des références, des recommandations et de vraiment le dynamiser est essentiel. Pour les lettres de motivation, alors je ne sais pas si au Canada c'est quelque chose qui se fait encore beaucoup ou pas, mais j'ai vu, oui, je finis, c'est la fin. Mais donc voilà, justifier de ses motivations est évidemment indispensable et c'est un des points cruciaux dans le recrutement d'ailleurs. Donc ça, il ne faut vraiment pas négliger. Il faut la rendre très personnelle aussi. Et comme je le disais tout à l'heure, si vous pouvez montrer que vous pouvez résoudre une problématique de l'entreprise, c'est évidemment essentiel. Et pour les interviews, pratiquez autant que vous pouvez. Je vous conseillerais même d'aller à des interviews pour des jobs qui ne sont pas des jobs de rêve, pour démarrer. Voilà, juste pour entraînement et pour ne pas s'exercer la première fois, là où on y met beaucoup d'espoir. Voilà. Donc...